Emmanuelle Godmer, Vincent Topneau, merci d'être avec nous ce matin. Emmanuelle Godmer, vous êtes la directrice associée de Aya Life Designer et la vice-présidente de la Fondation Aya. Vincent Topneau, vous êtes le directeur développement et promotion immobilière de Kerit. Pouvez-vous nous présenter vos activités respectives ? Bonjour Victoire. Alors, Aya Life Designer est une agence d'architecture un peu particulière puisque nous embarquons dans l'acte de construire l'ensemble des métiers de la conception. L'architecture, l'ingénierie, le design, les directions de travaux, les économistes, etc. On a l'habitude de dire qu'on a une approche à l'anglo-saxonne, intégrée, puisque ça reste très très atypique en France. C'est très classique dans les pays anglo-saxons. Et donc, ça nous permet d'avoir une conception très engagée d'un point de vue santé globale, j'y reviendrai, environnementale, mais aussi technique, et d'avoir une optimisation du coût de la construction efficiente, puisque toute la conception est faite au même moment. Bonjour Victoire, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Kerit est une plateforme de services immobiliers qui structure son offre de services autour de deux activités principales. Une première activité de gestion d'actifs immobiliers, qui est donc la gestion d'un portefeuille composé essentiellement de cliniques et hôpitaux privés, de courts et de moyens séjours et d'EHPAD. Et puis une deuxième activité plus opérationnelle en immobilier qui permet de proposer aux opérateurs, exploitants, de les accompagner dans leurs projets de transformation de leur établissement, aussi bien des projets d'extension, de regroupement, de relocalisation. Merci. Première question pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'entend-on par construction durable ? Peut-être d'abord Emmanuel, puis Vincent. Alors, moi, je vais m'appuyer sur l'engagement qu'a pris Aya. Moi, je fais partie de la 3e génération d'associés. C'est d'avoir un travail d'abord orienté usage. Quel que soit le secteur, alors là, on parle du secteur de la santé, mais quel que soit le secteur dans lequel nous intervenons, c'est de travailler sur les besoins, sur les usages. Et donc, pour ce faire, nous avons créé, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, une fondation sur les questions d'architecture, de santé et d'environnement, qui travaille sur les déterminants de santé qui ne concernent pas le soin, puisque ce n'est pas notre métier, mais sur l'environnement économique, social, environnemental dans lequel nous vivons. Ces déterminants de santé qui sont définis par l'OMS représentent 70% des déterminants globaux et donc ont un impact sur la santé physique, mentale et le bien-être. Donc en tant que concepteur, on a une vraie responsabilité d'avoir cette approche globale et de penser plutôt parcours que bâtiment, même si la question qui nous est posée, c'est de construire des bâtiments. Alors, pour moi, construire durable, c'est construire santé globale. Et donc, imaginez construire de la même façon à Bordeaux, où nous sommes aujourd'hui, à Lille ou à Marseille, c'est juste pas possible. Sauf que c'est concrètement ce qu'on nous demande. Il n'y a pas d'ambition liée à un territoire dans lequel on est. Il y a une ambition liée au sol, donc on y revient sur des choses très techniques, mais il n'y a pas une ambition sur le parcours de santé globale. Donc, construire durable, pour moi, c'est construire plutôt avec une ambition de parcours, interroger sur la base de data, et ça aussi c'est une problématique des data existantes d'un territoire donné, pour analyser et faire du sur-mesure en termes de conception urbaine, architecturale, environnementale et technique. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le durable ou l'environnement, nous on prend la santé globale, on interroge ses déterminants, on révèle les signaux forts et faibles d'un territoire et on a une approche très engagée en termes de conception urbaine et de bâtiment. Pour moi, c'est la clé du sujet. On n'en est pas encore là, on expérimente cela, on n'en est pas encore là, mais c'est vraiment une ambition réelle. Merci Emmanuel pour cette vision hyper macro et intéressante. Je dirais que nous, d'un point de vue plus bâtimentaire, effectivement, on va faire en sorte que ce nouvel établissement de santé, puisqu'il s'agit de construction durable en santé, va veiller à respecter au maximum l'environnement de façon générale et son environnement direct en particulier. Et donc, on va accompagner nos clients partenaires dans des réflexions d'un construire mieux, d'un construire mieux ensemble dans son environnement, en respect de la nature. On va veiller à limiter cet impact en imaginant des ouvrages techniques avant tout et qui vont limiter leur impact sur cet environnement avec des niveaux de consommation plus faibles, avec des réflexions sur l'évolutivité de ce bâti, des bâtiments plus flexibles également. Et puis aussi en se disant que finalement ces mètres carrés, plus on les économise, mieux c'est, moins on construit, mieux c'est aussi. Et donc c'est interroger les besoins, interroger ces projets médicaux pour faire mieux en faisant le moins possible. Et
pourquoi, en particulier dans le secteur de la santé, la construction durable est importante, même primordiale? Alors, je vais reprendre ce que Vincent vient de dire, qui est la clé de cette vision de construire durable, construire pour longtemps, en fait. Puisqu'on n'est que de passage, globalement, et que quand je parlais de besoins tout à l'heure, ça rejoint la question de l'évolutivité. Je dirais que si nous faisons bien notre travail en tant que concepteur, financeur, je dirais promoteur au sens large de la conception en santé, c'est ne pas empêcher l'évolutivité d'un bâtiment. Donc construire moins mais mieux, c'est aussi peut-être penser réhabilitation plutôt que construction neuve quand on le peut. C'est pas toujours possible, le cycle de vie des bâtiments ne le permet pas toujours, mais quand on se pose les bonnes questions au bon moment, eh bien, je pense que c'est vraiment ça, construire durable. Après, les techniques, les réglementations, je dirais les contraintes même que l'on a, qui sont très nombreuses au sein de l'hôpital sur l'acte de construire, quelque part, c'est la suite logique de tout ça. Mais au départ, c'est quand même revenir à beaucoup de bon sens. Et c'est ce bon sens qui va nous permettre d'avoir vraiment cette vision sur la construction durable et en même temps sur l'économie du bâtiment, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. À la fin, le constat qu'on peut faire quand même, c'est qu'on arrive à des choses qui sont parfois pas très cohérentes. Parce que entre réglementation, bon sens, il y a des grands écarts qui peuvent se créer. Et puis pour compléter tout cela, c'est aussi construire durablement en santé, c'est aussi ne pas se détourner de l'objet premier qui est l'hôpital, la clinique, dont la vocation est de soigner les patients. Et donc rester aussi focus sur le patient et je dirais tout le personnel, enfin tout l'environnement, l'écosystème autour de ce patient. On parle aussi beaucoup de qualité de vie au travail. Et donc construire durablement, c'est aussi ne pas se détourner, je dirais, de l'usage et de la vie de ces bâtiments avec les humains qui vont aller travailler, aller être soignés dans ces espaces. Et donc, pour être, on va dire, synthétique, quels sont les principaux freins qu'il faut lever pour assurer le développement de cette construction durable, selon vous? Les freins, ils sont de plusieurs ordres. Alors, quand on construit dans le domaine privé et dans le domaine public, donc pour un hôpital ou pour une clinique, on n'a pas tout à fait le même contour, hein, la même réglementation, les mêmes ambitions, etc. Je pense que les freins, pour moi, ils sont d'ordre culturel, c'est-à-dire c'est d'abord une question de vision. Quand on voit des cahiers des charges qui sont tellement pauvres en termes d'ambition santé globale, on se dit qu'on part de loin. Donc c'est vrai qu'on a un rôle de conseil et d'aiguilleur. Je vais prendre des exemples très concrets. Encore une fois, on ne construit pas de la même façon à Lille ou à Marseille. Quand on voit le changement de climat, les problématiques d'eau, les problématiques de vent, les problématiques de perturbation climatique, déjà se dire, penser, puisque l'établissement de santé est souvent un établissement de recours, donc penser îlot de chaleur, îlot de fraîcheur, récupération d'eau, des choses, alors je suis là très pragmatique, déjà c'est une première ambition. Penser flux, usage, optimisation. Et donc, comment on peut faire ça? On a choisi, je donne cet exemple, parce qu'on a choisi, nous, AIA, c'est pas nos métiers, mais par exemple, l'hôpital numérique, c'est un gros fourre-tout aujourd'hui dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Donc, ça se traduit pour les architectes et les ingénieurs essentiellement par le BIM, par la maquette BIM, donc c'est cette maquette 3D. On a choisi d'aborder aussi les usages, puisque c'est notre ADN de base, les usages, leurs évolutions, et faire en sorte que si à minima on fait bien notre job, on n'empêche pas cette évolutivité. Eh bien, donc on a mis un peu d'argent dans une start-up qui s'appelle Waste Factory, et on s'appuie aujourd'hui sur un label qui est la R2S4Care, qui nous permet d'aborder non seulement le numérique et ses usages au travers du bâtiment, mais le numérique et les usages au travers du parcours usager, parcours utilisateur. Donc on aurait pu intégrer un département numérique chez nous, mais on a choisi, puisque c'est vraiment être agile par rapport à ça. Et cet engagement, c'est aussi lié à la construction durable, à la construction engagée et santé globale. Si on vient plaquer le numérique, par exemple, sur de la technique, c'est un peu comme si on vient plaquer de la déco sur de la construction. Voilà.
ce ne sera pas efficace, ce ne sera pas efficient et on verra bien qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est des nouveautés qu'on s'est engagé à faire chez AIA et qui montrent à quel point on veut encore aller plus loin sur cette vision santé globale. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est aussi très individuelle, très personnelle. On ressent tous que voilà, il se passe des choses au niveau du changement, au niveau du climat, et on vit tous ce changement. Et on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et ensuite, sur les projets qui nécessitent aussi une convergence d'ambition, comme le disait Emmanuel, je crois que ces porteurs de projets, il faut qu'on les conseille, il faut faire preuve de pédagogie pour leur expliquer les bienfaits de ces réflexions qui doivent être menées dès le départ. Et c'est vrai que sans cette vision stratégique de dire voilà où je veux aller et voilà comment je veux aller sur ce projet et comment je veux m'inscrire durablement sur mon territoire, dans la cité et avec cet hôpital qui va être un vecteur de prise en charge mais aussi un vecteur d'emploi et donc d'attractivité. Il faut arriver à pousser tous ces acteurs-là à converger. Et c'est vrai qu'il y a encore, on en parle beaucoup déjà depuis de nombreuses années, cette notion de coût global. Mais ce qu'on ressent aussi, c'est que c'est toujours un peu difficile de dire tiens, ça vaut peut-être le coup de surinvestir au départ, enfin en tout cas que ça coûte un peu plus cher pour que sur les 20, 30, 40 prochaines années, eh bien, il y ait des économies qui soient réalisées, et notamment sur les consommations énergétiques dont on a vu qu'elles pouvaient augmenter de façon drastique et donc venir déséquilibrer un peu le fonctionnement et l'exploitation des établissements. Et donc pour conclure, on parle de vision, de long terme. Quels sont selon vous peut-être les 2-3 grands objectifs, il y en a peut-être qu'un ou il y en a peut-être 4, mais voilà, qu'il faut se fixer, et quelles sont vos propositions pour arriver à les atteindre? Je pense qu'il faut revenir à du bon sens. Et donc, commencer par un diagnostic. Voilà. De quoi je dispose et de quoi ai-je besoin. Donc, un diagnostic sur des questions, alors je pense des questions d'urbanisme, révéler les signaux forts et les signaux faibles que j'évoquais tout à l'heure, diagnostic au sein du bâtiment existant ou à reconstruire, en termes d'organisation de personnel, de stratégie médicale, etc. Et où je veux aller. Parce que bien souvent, on construit des bâtiments avec un bandeau sur les yeux et on ne connaît pas la stratégie de l'établissement. Or, c'est un élément crucial pour construire durable, jusqu'où on va. Et puis, troisième point, je dirais, c'est se donner des grands enjeux liés à ce que l'on vit aujourd'hui en termes d'environnement, bien sûr. La facture énergétique est un sujet essentiel qu'on aborde aussi avec cette start-up que l'on a créée, Wise Factory. Donc, enjeux énergétiques, optimisation des flux et des parcours, avec un objectif qui est la qualité de vie au travail, donc comment on peut aborder tout ça, et puis se fixer des grandes ambitions qui sont finalement, encore une fois, beaucoup de bon sens, sur des ambitions en termes d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur, de récupération d'eau. C'est quand même une aberration aujourd'hui, alors c'est valable pour l'habitat individuel comme pour l'habitat collectif, comme pour les grands équipements, qu'on pourrait imaginer d'avoir des bâtiments autonomes en eau, ou en tout cas où la récupération d'eau, le traitement de l'eau fasse que l'eau, ça va être l'or de demain. On vient toujours dans le même... on parlait d'innovation ce matin lors des rencontres de la FHP avec Filippo Monteleone, et c'est vrai que nous, on a choisi volontairement d'investir sur le digital, je vous en ai parlé, mais aussi d'investir et d'aller encore plus loin sur le sujet de l'eau et du bois, par exemple. On vient de racheter une agence qui est un grand bureau d'études sur l'environnement, qui est aussi un AMO sur ces sujets-là, qui est le cabinet Le Sommer, qui est à Bordeaux, et qui a mené beaucoup de recherches fondamentales sur le sujet de l'eau. Voilà en quelques mots les grandes ambitions que je donnerai. Oui, je crois que par rapport à tout ce qui vient d'être dit, l'enjeu, c'est d'arrêter de séquencer un peu les réflexions et au cours d'un projet, et plutôt de réunir toutes ces forces au départ, que toutes ces forces pour justement faire un hôpital durable, un hôpital numérique, un hôpital qui prend soin de tous ses occupants, bien sûr de ses patients, mais aussi de ses personnels, qui prend soin de son environnement. Et cela, l'innovation, la digitalisation, etc., vont aider évidemment à aller vers cet idéal. Et donc, toutes ces réflexions, tous ces enjeux, ils doivent être gérés en même temps et dès le départ. Et je crois que ça, c'est assez fondamental aujourd'hui. Peut-être juste rajouter une chose. On est sur un stand commun ici à la FHP qui est la French Care. La French Care, c'est faire ensemble.
c'est faire ensemble pour aller plus loin. Donc désiloter, ce que Vincent vient de dire, c'est vraiment désiloter et penser ensemble avec l'innovation au cœur de cela. Donc je crois que voilà, on va essayer de faire quelque chose ensemble avec les différents acteurs qui sont présents sur ce stand, mais je crois que c'est aussi décloisonner les secteurs pour aller plus loin et pour vraiment créer de la valeur. Merci beaucoup à vous deux.